Créateur de contenu, métier ou passion, c'est le thème sous lequel s'est déroulée la première édition des Frikawa Days, une rencontre annuelle des créateurs de contenus africains qui célèbrent la créativité et l'innovation. Au cœur des Frikawa Days se trouvent des sessions de formation animées par des experts de l'industrie qui couvrent quand même un large éventail de sujets allant de la création de contenu jusqu'à la monétisation de leur audience. Enfin, viendra le Salon des créateurs de contenu, qui est une plateforme dédiée à la mise en relation des créateurs et des marques. Cet événement unique offrira aux créateurs l'opportunité de bénéficier quand même des partenaires, des exigences et des bénéfices qui pourraient réellement en découler. La vision de Frikawa à travers son univers riche est de devenir une force motrice dans le paysage numérique africain et au-delà en offrant un soutien sans limite aux créateurs de contenu passionnés et à leur communauté de fans dévoués. C'est pourquoi les Frikawa Days au fait, sont lancés pour cette première édition. Il y a plusieurs masterclass au fait, qui sont prévus, d'excellents éléments prévus pour que à la fin des 2 jours de masterclass, les créateurs de contenu qui seront présents, ou je vais dire peut-être des juniors, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui seront intéressées à être demain au fait des créateurs de contenu professionnels. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui ont déjà commencé à le faire, mais c'est également ouvert à des personnes qui veulent également débuter. Au cours de ce lancement, plusieurs influenceurs ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Évidemment, on est ici pour partager. Je suis ici pour apprendre de vous, vous de moi, partager nos expériences et aussi avoir un réseau. C'est très important. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, le Bénin est l'un des pays qui a vraiment les plus gros talents, que je suis beaucoup. Et franchement, je pense que ça me fait peut-être un pincement au cœur que lors de cette cérémonie d'ouverture, je ne vois pas assez de monde. Mais vous qui êtes là, je pense que vous avez tout compris. Aujourd'hui, on embrasse un métier d'avenir et vous avez bien fait de venir. C'est la passion de savoir comment créer du contenu, quel type de contenu, quelle approche utiliser et comment monétiser. Parce que il n'y a pas seulement de l'argent à se faire dans le lifestyle et dans l'humour. Il y a aussi beaucoup à boire et à manger dans d'autres secteurs. Et moi, je trouve que c'est dommage. Pour la petite anecdote, j'ai commencé la création de contenu dans le cinéma il y a seulement que 2 ans. Pendant les 3 jours que va durer cet événement, 3 domaines de créativité sont à l'honneur. Il s'agit de la photographie, de l'humour et de la gastronomie. Mise en place et modalités de tenue du registre des Béninois de l'étranger. Dans la perspective de l'amélioration de la qualité des services consulaires offerts aux Béninois de l'étranger, dans un contexte de digitalisation croissante, il est prévu de mettre en place un système favorisant le recensement de nos compatriotes vivant hors du pays afin de constituer le registre des Béninois de l'étranger. Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin qui prévoit, en son article 4, que, citation, un numéro personnel d'identification NPI est attribué à toute personne physique de nationalité béninoise inscrite sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l'étranger. Fin de citation. Au demeurant, la finalité est de permettre aux Béninois qui y sont inscrits de demander à l'État de leur assurer la jouissance de leurs droits de Béninois vivant à l'étranger. C'est pour fixer les conditions et modalités d'enregistrement que le présent décret est adopté. Il prescrit que l'inscription au registre est gratuite et individuelle. Elle peut être faite par tout compatriote vivant à l'étranger au profit de son conjoint de nationalité béninoise ou de ses enfants mineurs. Elle est obligatoire pour bénéficier de la protection consulaire et des services délivrés par le réseau diplomatique et consulaire du Bénin. Autrement dit, le registre sert de base pour l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l'étranger par les représentations diplomatiques et consulaires. En fonction du lieu de résidence,
tout Béninois de l'étranger est rattaché à une circonscription consulaire. Les données personnelles sont collectées et traitées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. À terme, l'opération permettra de créer les conditions d'une meilleure contribution de la diaspora aux efforts de développement du pays. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente de la francophonie, approbation du plan national de contingence de la République du Bénin et celui fixant le cadre général de gestion des investissements publics. Le Bénin, d'ici 2039, devienne complètement autonome, indépendant en ce qui concerne l'acquisition des vaccins et tout ce qui est autour de la chaîne vaccinale pour s'assurer que chaque enfant, chaque fille, chaque garçon puisse bénéficier de ces vaccins. Donc ça, c'est un premier point. Et là, nous nous sommes réengagés à travailler ensemble. Le deuxième point, c'est ce qui est relatif à la nutrition, et surtout la nutrition des enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, ça reste encore un défi au niveau des retards de croissance. Et là, il était important et le président de l'Assemblée nationale nous a rappelé les bonnes pratiques qui ont eu au niveau du Bénin pour assurer une bonne nutrition et une bonne alimentation des enfants et qu'il faudrait qu'on reparte sur ces bonnes pratiques et nous nous sommes engagés. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est autour de l'éducation de la jeune fille. Pour que chaque fille non seulement puisse aller à l'école, que chaque enfant puisse aller à l'école, mais que tous les enfants puissent aussi avoir un taux d'achèvement scolaire assez élevé, donc que tous les enfants puissent terminer leur cursus scolaire avec une éducation de qualité. Aujourd'hui, il y a malheureusement encore pas mal d'obstacles qui font que les filles, à cause des pesanteurs des normes sociales, pour des raisons économiques, pour des questions de violence basées sur le genre, ne vont pas forcément à l'école et n'arrivent pas à terminer leur cursus scolaire. Et il était donc sujet de voir comment, sur la base déjà des acquis et des bonnes pratiques, comment ces programmes pourraient passer à l'échelle et comment, une fois de plus, on pouvait avoir des financements qui pourraient accompagner ces programmes-là. Et donc le dernier point, et là où nous avons aussi conclu, c'est qu'il était important qu'on continue les échanges, qu'on puisse avoir des informations, des partages d'informations avec les différents réseaux, réseau de l'éducation, réseau de parlementaires sur l'alimentation, la nutrition, réseau parlementaire sur la population et le développement, pour pouvoir approfondir ces sujets-là, pour pouvoir mener des visites sur le terrain, pour pouvoir apprécier les programmes qui sont mis en œuvre, pour pouvoir échanger avec la population et pouvoir donc réussir à mener des débats qui vont permettre de bouger les lignes. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité, et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée
pour les femmes et les jeunes, une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Le peuple sénégalais a compris et choisi. Ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Au Togo, l'opposition a appelé mercredi à manifester contre la nouvelle constitution adoptée en début de semaine par le Parlement. Il s'agit d'empêcher le président Faure Gnassingbé de le promulguer. Ce projet de loi introduit un changement majeur dans le pays, puisqu'il supprime le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ce dernier serait désormais choisi par les parlementaires, au cas où le texte est validé par le président Faure Gnassingbé. Mais en plus, la nouvelle constitution prolonge le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans non renouvelables. Et elle prévoit surtout la création d'un poste de président du Conseil des ministres qui détiendrait en réalité l'essentiel du pouvoir d'État. L'opposition estime que les députés actuels n'ont aucun droit de légiférer à ce jour car leur mandat aurait expiré en décembre dernier. Ils soupçonnent également le président de vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031. Mercredi, la police a empêché une conférence de presse des leaders d'opposition à Lomé. La Banque centrale du Nigeria a annoncé mardi une augmentation de 200 points de base de son taux directeur, le plaçant à 24,75% contre 22,75% auparavant. Cette décision intervient dans le cadre d'une série de mesures visant à contrer la montée en flèche de l'inflation. Le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a déclaré lors d'une conférence de presse que les membres du comité de politique monétaire sont convaincus de la nécessité de poursuivre le resserrement monétaire pour maîtriser la situation. Selon lui, il est aussi impératif d'anticiper une modération des pressions sur les prix à partir du mois de mai. Au Nigeria, l'inflation annuelle dépasse actuellement les 30%, atteignant ainsi son plus haut niveau en près de 3 décennies. Soulignons que les pressions sur les prix ont été exacerbées par les réformes mises en œuvre l'année dernière par le président Bola Tinubu, avec notamment la fin des subventions sur les carburants et la dévaluation du naira. La commission sénégalaise de recensement des votes a annoncé mercredi les résultats provisoires de l'élection présidentielle, déclarant Bassirou Diomaye Faye comme vainqueur avec plus de 54% des voix. Son principal adversaire, Amadou Ba, lui arrive en deuxième position avec 35,79% des suffrages, suivi d'Aliou Mamadou Dia avec seulement 2,8%. Ces résultats, basés sur les décomptes des bureaux de vote, seront confirmés par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours. À seulement 44 ans, Bassirou Diomaye Faye est sur le point de devenir le plus jeune président du Sénégal. Comme de nombreuses femmes en Afrique de l'Ouest, Mariam Sonko a été confrontée à l'inégalité foncière qui prive les femmes de leur droit à la propriété terrienne, les forçant à quitter leur communauté lorsqu'elles se marient.
Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Après avoir déménagé chez son mari, elle a pris l'initiative de louer une parcelle de terre pour créer un verger avec d'autres femmes. Les femmes ne sont pas propriétaires de terre, ça c'est la tradition africaine qui le dit. Donc le fait qu'elles ne sont pas propriétaires, elles ne peuvent pas investir pleinement sur la terre qu'elle n'appartient pas. Donc aujourd'hui, nous vivons depuis des années des femmes qui se regroupent en association et qui demandent de la terre ou bien ils louent. Mariam est aujourd'hui la présidente de Nous sommes la solution, un mouvement de défense des droits des femmes rurales comptant 115 000 membres en Afrique de l'Ouest. Son objectif, offrir aux femmes l'accès à la terre. Aujourd'hui, les multinationales viennent, on leur donne des hectares, alors qu'il y a des gens qui contribuent au développement de la localité qui n'ont pas droit. Et si les parents gardent la terre, c'est l'État qui va venir prendre la terre et l'octroyer aux Occidentaux. Malgré les défis, notamment climatiques, l'organisation Nous sommes la solution travaille actuellement à l'ouverture de 7 nouveaux centres de formation dans le sud du Sénégal. Kenya Airways a annoncé mardi un nouveau bénéfice d'exploitation de 80,38 millions de dollars au cours de l'année 2023. Il s'agit des premiers bénéfices d'exploitation de la compagnie depuis 2017. Kenya Airways, l'une des 3 plus grandes compagnies aériennes d'Afrique, était devenue insolvable en 2018 à la suite d'une campagne d'expansion qui l'avait criblée de dettes. L'on parle de centaines de millions de dollars de dettes accumulées. La compagnie a également précisé que ce résultat de l'an dernier a été favorisé par une augmentation de 53% de recettes, chiffrée à plus de 1,3 milliard de dollars. La croissance des recettes est due à une augmentation de 35% du nombre de passagers de la compagnie qui prévoit l'acquisition de nouveaux avions afin de tirer parti de cette dynamique de la demande. Kenya Airways indique également que la relance du shilling, du nom de la devise kenyane, par rapport au dollar, annonce des perspectives plutôt positives pour cette année. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a récemment ouvert un havre de paix à Andari, dans l'Équatoria occidental, pour aider les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Une représentante du groupe de femmes vivant dans la région partage son ressenti quant à cette initiative salvatrice. Ce centre est comme un rêve devenu réalité. Il nous a apporté une joie que nous ne pouvons pas exprimer. Ce qui nous est arrivé, à nous, les femmes et les filles, pendant la crise est terrifiant. Beaucoup de mauvaises choses se sont produites dans nos villages. Des jeunes filles et des garçons ont été kidnappés. Les conflits au Soudan du Sud ont laissé des cicatrices indélébiles sur de nombreuses personnes, notamment ceux contraints de rejoindre des groupes armés. Pour la MINUS, l'ouverture de ce centre souligne la nécessité d'inclure tout le monde dans le développement. Dans le cadre de la recherche d'une paix durable et inclusive au Soudan du Sud, nous devons inclure les survivants afin qu'ils puissent guérir de leur traumatisme. Ils deviendront ainsi des membres productifs de la société et ils pourront contribuer au bien-être social et économique de l'État. L'objectif premier de cette initiative est de poser des fondations solides pour la reconstruction des communautés affectées par les conflits. L'ex-rebelle libérien Kunti Kamara est condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Le verdict est tombé mercredi pour cet ancien combattant de l'ULIMO, le mouvement uni de libération pour la démocratie. Kunti Kamara a été reconnu coupable d'une série d'actes de torture et de barbarie inhumaine contre des civils lors de la première guerre civile au Libéria de 1989 à 1997. L'homme de 49 ans a clamé son innocence. En 2022, il avait été condamné à la prison à vie en première instance lors d'un procès inédit qui s'était tenu au titre de la compétence universelle exercée par la France sous certaines conditions pour juger les crimes les plus graves commis hors de son sol.
Le conflit libérien avait fait au moins 250 000 morts. Le nouveau président Joseph Boakai a récemment autorisé la création d'un tribunal spécial afin de rendre justice aux victimes de graves exactions commises pendant la période. « 11 ans après le décès de l'opposant tunisien Chokri Belaïd, les autorités ont annoncé mercredi que 4 hommes ont été condamnés à mort pour son meurtre et 2 autres à la réclusion à perpétuité. Le politicien de la coalition Front Populaire a été assassiné en février 2013 devant son domicile. Il avait 48 ans. Cette décision, nous l'attendons depuis 11 ans. Si Ennahda dominait encore le Parlement et le gouvernement, les progrès réalisés dans cette affaire n'auraient jamais eu lieu. Au total, 23 personnes ont été inculpées dans cette affaire, parmi lesquelles l'un est décédé en détention et 5 ont été acquittés. Ce qui nous importe, c'est la condamnation des personnes impliquées sur la base d'une justice équitable et efficace qui garantit tous les droits et tout ce qui est nécessaire à une justice équitable. Chokri Belaïd était connu pour ses critiques à l'égard du parti islamiste Ennahda au pouvoir à l'époque. Son assassinat avait déclenché des manifestations et contribué à la démission du Premier ministre Hamadi Djebali.